qui Ouais. déroule la présentation. Non, je t'ai envoyé le partage. Je t'ai envoyé, je t'ai donné accès là pour pouvoir partager. OK? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je te laisse la main. Il faut juste que je retélécharge la conférence, les slides. C'est un peu impro, hein. C'est vrai que je suis beaucoup occupé avec Log4j, mais en tout cas, parce que c'est marrant quand tu te connectes et que tu es un peu à la bourre, il s'affiche 50 pop-up de tu dois ici, là, tu peux faire ça. Voilà, j'ai la presse qui est juste là. Faut juste que je la télécharge, ça devrait pas prendre plus de 2 secondes. Donc, en tout cas, merci d'avoir rejoint la présentation. Il y a combien de personnes à peu près? Là, on est, attends, je vais dessus, 80 personnes. Ok. Donc, comment est-ce qu'on fait pour partager, écran partagé? Ah, voilà, en Ça, bas. c'est bon, vous voyez quelque chose? Ouais, parfait. J'ai l'écran Zoom là. Voilà. Il y a Très plein de trucs qui bien. s'affichent dans tous les sens. Alors, c'est bon, vous voyez les slides là? Ouais, super. Ok. Je dois mettre ma caméra ou pas? C'est comme tu veux. Bah, je suis Il n'y a plutôt pas à de. distance. C'est pas OK. très cool. Bonjour à tous. Donc, je suis venu aujourd'hui pour vous parler de Pincastle. Donc, c'est un outil qui permet d'assurer la sécurité Active Directory, donc plutôt un outil d'audit. J'ai pas été très inspiré pour le titre. J'ai appelé ça la sécurité AD pour les nuls, mais c'est plutôt comment faire 80% du temps du job en 20% du temps. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis actuellement responsable du CERT dans le groupe Vincir. Mais ce n'est pas la première fois que je m'occupe de ces fonctions, puisque j'ai fait ces mêmes fonctions à travers du CERT du groupe Engir. J'ai fait pas mal de conférences sur l'Active Directory, par exemple au First 2017, mais aussi à Blue Hat. Blue Hat, donc ça c'est la conférence qui est organisée par Microsoft. J'ai fait la Black Hat Europe, Black Hat US, Hacking Paris, donc ça c'est à Paris, Rome Hack, donc ça c'est à Rome, et puis pas mal d'autres conférences. Je commence à plus les noter. Donc là, vous me connaissez surtout comme auteur de Pincastle, qui est l'outil qui permet de vérifier la sécurité des Active Directory. Mais également, si j'ai pu acquérir cette activité en défense, c'est surtout parce que j'ai pu contribuer à Mimikatz avec des attaques que vous connaissez peut-être, qui sont des SCN, des Shadow et d'autres choses qui permettent de synchroniser les AD. Derrière moi, j'ai mis un truc qui permet de récupérer les mots de passe qui n'est détecté par aucun antivirus. Donc évidemment, ça, ce genre de truc. Voilà. Alors, avant de démarrer, de vous présenter l'outil, je pense que c'est toujours assez intéressant de vous présenter un petit rapide tour de choses pour que vous compreniez à quel point le sujet est complexe et surtout qu'est-ce que l'outil ne veut pas faire. Donc, traditionnellement, qu'est-ce que vous aviez? Vous avez un mot de passe et donc il y avait des choses qui étaient faites dans un processus qui s'appelle SASS.exe, typiquement au niveau du NTLM et au authentifier. Là-dessus est arrivée toute la stack Kerberos. Alors là, j'essaie de vous faire le Kerberos pour les nuls. Donc, grosso modo, vous avez un mot de passe. Vous avez aussi des hashes. Donc, suivant les différentes variantes, vous avez différents hashes. Vous connectez au contrôleur de domaine pour obtenir ce qu'on appelle un TGT. Le TGT, c'est valable pendant 8 heures et c'est ce que vous utilisez tous les jours. Et à chaque fois que vous voulez vous connecter à un autre serveur, bah, vous allez vous reconnecter au domaine contrôleur pour avoir un TGS. Et c'est ce TGS que vous allez vous présenter au serveur. Alors que pour le NTLM, vous allez vous connecter au serveur et c'est le serveur qui va devoir à chaque fois se connecter au domaine contrôleur. Donc là, il y a des avantages évidents de décentralisation, mais en termes de sécurité, on se rend compte qu'il y a des secrets qui sont utilisés un petit peu partout et c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, une des attaques qui a été connue très rapidement dans les fin des années 2000, c'est ce qu'on appelle le pass de hash. Donc, au lieu de récupérer le mot de passe, vous récupérez juste le hash au milieu et puis vous l'utilisez comme pour le mot de passe. Donc, ça fonctionne directement. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est puisque le hash NTLM, c'est exactement le même hash RC4 qu'utilisé pour initialiser Kerberos dans sa version par défaut, vous pouvez aussi passer le hash directement à Kerberos. Donc, c'est une attaque qui s'appelle Overpass de hash. Vous pouvez également récupérer le ticket TGT d'une action Kerberos pour pouvoir le réutiliser. Vous pouvez créer un ticket TGT, ce qu'on appelle le Golden Ticket.
Donc, le Golden Ticket, en fait, il y a un secret global qui est stocké dans le compte KRBTGT, dans la catégorie du hash. Et en fait, ce secret sert à signer les TGT. Donc, dès que vous avez un TGT, vous pouvez demander autant de TGS que vous voulez. Et aussi, il y a l'autre chose. Donc, si vous récupérez comment dire, un TGS, il est signé par le compte de service. Donc, si vous récupérez le hash de ce compte de service, vous êtes capable de faire des TGS et donc de faire pas mal de choses. Donc, on se rend compte qu'en termes d'attaque, dès qu'on récupère des secrets un peu à droite, à gauche, on est capable de faire beaucoup de choses. Voilà. En termes de culture, si vous voulez voir les TGS et les TGT, il y a une ligne de commande Windows qui s'appelle klist, K comme la lettre K et list comme une liste, mais sans le E à la fin. Et vous pouvez voir ce qui s'y passe. Alors, moi, j'aime bien bâcher un peu tout ce qui est la défense pour vous rendiez compte à quel point c'est compliqué. Il y a des techniques qui vous permettent d'être complètement invisible à travers le domaine contrôleur. Donc, la technique la plus évidente, c'est le Golden Ticket. Comme je l'ai dit, vous extrayez le compte, puis après, vous faites ce que vous voulez. Il y a une autre technique qui s'appelle Silver Ticket. En fait, les Silver Tickets, ça fonctionne avec le mot de passe actuel et avec l'ancien. Et avec ce Silver Ticket, vous pouvez, par exemple, si vous avez récupéré le hash du compte de contrôleur de domaine, eh ben, vous pouvez vous faire un TGS, vous faites un DCSync pour voir quelle est la nouvelle version du compte et vous refaites un truc derrière. Et en fait, avec ce hash, en fait, vous êtes capable en fait, de vous remaintenir une certaine persistance qui est complètement invisible. Ça, c'est quelque chose qui est très avancé, mais qui n'est pas forcément connu. Donc moi, je vois quand on fait de la remédiation, on fait du reset de KRBTGT, on fait des resets de comptes privilégiés à cette fin, mais on essaie de changer les comptes de décès, mais si ce n'est pas fait, forcément, vous voyez la vulnérabilité que ça peut conduire. Alors avant que je vous parle de Pincastle, on essaie de me dire, Vincent, c'est bien, Active Directory, mais qu'est-ce que tu recommandes? Donc là, c'est le slide un petit peu management high level où j'essayais de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes de méthodologie. Donc moi, ce que je recommande, c'est quand on s'attaque à ce sujet-là, c'est d'essayer de construire une cartographie des domaines. Ça, je vais vous en parler un petit peu après dans la partie démo. Parce que si vous ne savez même pas combien de domaines vous avez, c'est difficile de les sécuriser. Alors, ça peut paraître évident quand vous avez un ou deux domaines, que vous les connaissez, etc. Et quand vous arrivez dans un environnement d'une multinationale ou dans un environnement complexe, au final, vous n'êtes qu'une entité parmi les autres. Et puis, il y a le trust qui part, on ne sait pas où. En fait, ça peut être beaucoup plus complexe que vous voulez. La deuxième étape que moi, je recommande, c'est d'avoir un contrôle régulier du domaine pour être sûr qu'il n'y a pas des vulnérabilités absolument basiques. Dit autrement, lancer Pincastle, mais ce n'est pas forcément le même outil, mais en tout cas, d'avoir ce contrôle régulier et être sûr qu'il n'y ait pas de déviance, ça permet d'éviter beaucoup de soucis. Le troisième point, c'est qu'il y a des nouvelles vulnérabilités qui arrivent. Là, je vous ai parlé de Log4j, ou autrement Log4Shell, si vous voulez la version la plus récente. Mais il y avait des vulnérabilités qui arrivent de manière assez régulière. Vous avez par exemple l'attaque 0 logon au moment où j'ai fait les slides. Mais en ce moment, il y a une vulnérabilité qui est la confusion de PAC, PAC. Donc la PAC, c'est la partie qui décrit le compte dans le ticket Kerberos. Donc la confusion de bac, ça permet de se faire passer pour un autre compte. Donc il y a toujours des vulnérabilités qui arrivent. La façon la plus simple, c'est de patcher dès qu'il y a un patch, mais ce n'est pas forcément le cas partout, c'est toujours compliqué. Prenons par exemple le Prince Pooler qui s'est passé pendant cet été. Il y a eu Petit Potam qui est l'attaque par réflexion par EFS. Il y a eu encore une attaque sur les snapshots des Windows 10. On pouvait récupérer les secrets des PC. Et malheureusement, pour toutes ces attaques, il n'y a pas forcément de patch, il y a des contournements. Et si on n'a pas une veille sur ces trucs-là, c'est assez compliqué. Donc, je vous ai mis la capture d'écran du CERT-IST. Le CERT-IST, donc c'est un CERT qui regroupe plusieurs entreprises. C'est une association auquel je suis au bureau, mais c'est pour ça que je vous fais vos 3 mots. Le dernier point, c'est d'avoir aussi une surveillance SOC. La surveillance SOC, en général, est essentiellement périmétrique. Elle n'est pas liée à l'Active Directory. Mais il y a toujours des bons tips pour détecter des attaques en cours. Typiquement, si les logs ils sont vidés, ça c'est un très mauvais signe. Il y a aussi historiser les actions de logging. Donc le SOC, c'est pas quelque chose de parfait, mais ça permet déjà d'améliorer dans cette démarche de maturité.
Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous résumer avant que je vous passe dans la partie plus présentation du produit. C'est ce que j'ai essayé de vous résumer dans ce schéma-là. Donc, en fait, ce schéma-là, vous voyez les 5 étapes de CMMI. Donc, CMMI, donc, c'est une méthodologie qui a été faite par Carnegie Mellon. Et l'idée était assez surprenante. En fait, Carnegie Mellon, ils ont été invités par les États-Unis pour auditer des projets. Ils ont fait, je ne comprends pas, il y a des projets, ça fonctionne bien, on met de l'argent, bon, ça fonctionne bien. Puis il y en a d'autres, ça ne marche pas. Et plus on injecte d'argent, plus ça continue de se planter. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Alors, derrière, donc vous avez 5 étapes de CMMI. Donc, Initial, c'est définir le scope. Repeatable 2, c'est commencer à faire des choses de la même manière. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est pas rigoureux, mais au moins vous essayez de répéter. La troisième, c'est de définir des choses. Donc là, vous avez des procédures. 4, manage, vous mettez des KPI. Et 5, vous faire de l'amélioration continue. Et en fait, ce qu'a remarqué Carnegie Mellon, c'est qu'en fait, tous les projets qui se plantaient, c'est que les étapes 1 et 2, ils n'étaient pas définis. Ça veut dire que vous me dites de faire un projet de sécurité AD, bon, ok, on met ces 2 années dans Scope. Et puis la semaine suivante, ah bah non, il y a celui-là qui se rajoute. Et la semaine suivante, ah bah non, mais celui-là, on n'a pas le droit de le faire. Et puis la semaine suivante, ah bah il y a des applications qui arrivent. Et en fait, le fait qu'on essaye d'avancer, qu'on revienne tout le temps en arrière, c'est ça qui fait des problèmes. Et donc l'idée qu'il y a derrière cette philosophie de défense, c'est que Mimikat, c'est à l'étape 5. C'est vraiment si vous êtes bon, vous avez fait tous les trucs de base. Et que si vous essayez de détecter Mimikat alors que vous n'avez pas fait les trucs à gauche, vous allez perdre une énergie de dingue. Et l'idée que je défends, c'est que, pour l'étape initiale, faire la cartographie de l'AD, ça paraît simple, mais c'est pas si évident que ça. Ensuite, l'étape 2, c'est de faire tourner Pinkcastle. On s'assure que les trucs de base, les décès qui ne sont pas à jour, qu'on voit en 2 secondes, et on est capable de le voir. L'étape 3, c'est Bloodhound, c'est tout ce qui est chemin de compromission. Donc, Pinkcastle a déjà une option de base pour les chemins de compromission. Mais Bloodhound peut permettre d'aller un petit peu plus en profondeur. Et je veux dire, une fois que vous avez tous vos AD, que vous n'avez pas les checks absolument visibles et que vous allez maîtriser les chemins de compromission d'AD, je peux dire, les attaquants que vous allez avoir, c'est pas le petit gars qui fait son ransomware le dimanche, mais ça va être plutôt des attaquants qui sont très sérieux. Donc la promesse de Pinkcastle, c'est pas de vous protéger contre les ransomware. Vous allez résister à peu près 5 minutes en ayant fait tourner Pinkcastle avec des mecs qui sont professionnels. Mais en tout cas, c'est vraiment d'essayer de lancer cette démarche pour pouvoir avancer beaucoup plus loin. Alors maintenant, je vais vous parler de Pinkcastle. Alors peut-être que le mieux, ce serait de vous présenter un rapport ou en tout cas comment on télécharge l'outil. Donc, boulette. Pinkcastle. Donc la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site corporate. Vous avez une partie téléchargement et juste en dessous, gros bouton téléchargement, vous avez download qui vous permet de récupérer un fichier zip dans lequel le fichier zip il y a un .exe. Il suffit juste de double-cliquer dessus pour lancer l'application. Alors c'est toujours mieux de le dézipper parce que ça permet de fonctionner quand on a des autres trucs, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Après, là, je suis sur un environnement un petit peu limité, donc je ne vais pas vous faire la démo, mais en tout cas, vous voyez tout de suite que vous êtes capable de lancer l'outil en 3 secondes. Ensuite, je vais vous présenter un exemple de rapport avant que je revienne sur ma partie slide. La chose que nous, on recommande, c'est vraiment de faire entrer, entrer, entrer. Il n'y a pas besoin de réfléchir, mais si vous voulez réfléchir, on va en parler un petit peu après. Mais là, vous voyez, pour la partie installation, c'est juste un zip. Le lancer, c'est ce que j'ai fait devant vous. Il suffit juste de double-cliquer. Vous voyez, on est vraiment sur vraiment des choses basiques. Et une fois que vous l'avez lancé, il va produire un rapport. Donc, l'outil fonctionne. S'il a des petits, ça met peut-être 30 secondes. Mais si vous avez des trucs vraiment complexes dans des grosses multinationales, ça peut peut-être prendre entre 10 minutes et 20 minutes. Ce qui fait vraiment la durée, c'est votre connectivité réseau et la taille de la base de données. Donc, là, je vais cliquer dessus. Comme ça, vous pouvez voir le même rapport que moi. Il n'y a pas de triche. Donc, Pinkcastle, il est composé de 3 parties. Vous avez cette partie du haut avec tous les indicateurs. Donc, ça, c'est sur une version payante. Donc, je ne vais pas vous faire cette partie-là. Vous avez aussi toutes les règles qui se sont déclenchées. Donc, ça, les règles sont regroupées en plusieurs parties. Là, vous voyez, il y en a quand même pas mal. C'est un AD de démo, c'est normal. Et ensuite, vous avez la 3e partie qui consiste à avoir des informations générales de l'AD, par exemple le niveau fonctionnel, quand est-ce qu'il a été créé, sur les utilisateurs, combien vous avez d'utilisateurs,
sur les ordinateurs, combien vous en avez, que ce soit décliné par système d'exploitation. Ensuite, toute une partie sur les groupes admin, une partie sur les contrôle pass. Je ne vous ai pas pris la version détaillée qui vous affiche le truc à la Bloodhunt. Sur les comptes infrastructure. Donc là, vous voyez très rapidement, par exemple, si vous lancez un Bloodhunt, il vous dirait, eh ben, il y a le compte Everyone qui permet d'avoir le contrôle sur les domaines contrôleurs. Mais là, vous auriez dû faire une petite analyse, alors que là, vous avez directement ça sous forme de synthèse. Picassoll vous fait un Bloodhunt-like, mais très rapide et surtout très, très à l'essentiel. Une partie sur les trusts, une partie sur les anomalies qui sont différents contrôles. Là, vous voyez par exemple sur les aides de backup, sur le LAPS, le CAR BTGT, les scripts de login, des trucs comme ça. Vous avez une partie sur la PKI donc, qui a été étoffée suite aux attaques qui ont été publiées l'été dernier. Je pourrais vous en parler après sur les passwords policiers. Là, vous voyez, c'est vrai qu'en termes d'audit, vous ouvrez juste, vous avez toute la liste des PSO, à quoi ils s'appliquent. C'est vrai que là, il faut cliquer sur le point d'exclamation. On voit qu'il s'applique tout de suite, ou celle-là qui n'est pas linkée. Et vous voyez tout de suite dans vos GPO ce qui doit être amélioré ou pas. Ça vous permet tout de suite d'avoir une certaine démo. Ensuite, une partie de configuration sur les GPO. Donc, le grand classique était les mots de passe dans les GPO. Hein. Il y a quelques années, ça permettait de compromettre les AD très facilement. D'autres paramètres de sécurité, des paramètres d'audit, de logging, etc. Donc, bref, tout ce que vous trouvez dans le niveau de détail, vous l'avez dans la partie du bas. Alors, comment est-ce que ça fonctionne plutôt là-haut? Vous l'avez vu, en fait, on a 4 parties qui ont des règles associées, les stale objects, les trusts, les privileged accounts et les anomalies. Donc, si je traduis en français, les stale objects, c'est tout ce qui est compte utilisateur, compte ordinateur. Il faut les créer, il faut surtout les supprimer, ce qu'on oublie de faire. Donc, ça, c'est lié à toute la maintenance au quotidien de l'Active Directory. Privileged account, je pense que ça paraît évident, c'est sur les comptes admin. Mais derrière les comptes admin, il n'y a pas que les comptes admin, il y a aussi beaucoup de choses. Les trusts, c'est lié au lien qu'il y a entre les Active Directory entre eux. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit dans la cartographie. Hein. Ça permet de mesurer si votre AD peut être influencé par d'autres anomalies, par d'autres Active Directory. Et la dernière partie, c'est la partie anomalisée. Donc le score global, c'est simple, il prend le max, parce qu'on considère que c'est le niveau de score le plus faible et ça en déduit le risque score global. Et donc, nous, pour calculer ces scores de manière individuelle, on va calculer un certain nombre de règles. Donc là, vous le voyez juste en dessous, on a des règles qui se déclenchent avec un certain nombre de points. Donc là, par exemple, là, je clique dessus et j'ai le détail. Par exemple, là, si vous avez cliqué dans la propriété du compte, ce compte peut utiliser le DES, et ben en fait, ça peut rendre, on peut demander des condensats, surtout en pré-authentification de Kerberos. On peut le craquer offline et ça nous permet de récupérer le mot de passe. On a par exemple les points primaires groupe, donc ça c'est quand on change des paramétrages, il y a des choses qui s'appliquent en priorité et ça ne se voit pas en LDAP, donc c'est juste en général un misclick. Là, on est capable de détecter les AD qui ne sont pas mises à jour. Alors oui, il n'y a pas de droit privilégié. Alors en fait, on est capable de détecter que les DC ne sont pas mis à jour en utilisant un certain nombre d'astuces. Là, par exemple, on récupère la date de démarrage. En fait, on sait que si un DC il est patché, il a besoin de redémarrer. Et donc, si la date de démarrage n'a pas changé, on est capable de savoir qu'il n'est pas patché. Donc, on n'est pas capable de garantir que tel patch est appliqué, mais on est capable de détecter très rapidement ce genre de problème. Là, c'est essentiellement les AD, les DC en DMZ, on ne voit rien du tout. Donc là, vous voyez des comptes qui peuvent être vides. Donc là, c'est un flag de création de compte. Le classique défaut où n'importe qui peut ajouter jusqu'à 10 personnes à son domaine. Alors ensuite, chaque ordinateur peut ajouter jusqu'à 10 autres ordinateurs au domaine. Donc en fait, ça fait quelque chose d'assez exponentiel. Je ne sais plus du coup, par effet de bord, je crois que c'est plus d'une centaine qu'on peut ajouter avec le paramétrage par défaut, avec des problèmes de configuration, des anciens niveaux fonctionnels. Aussi des choses qui sont liées aux comptes privilégiés. Ça, j'ai vu beaucoup ça lié aux imprimantes, où on nous explique que pour pouvoir installer les imprimantes, il faut donner à tout le monde le droit d'installer un driver. Où est-ce qu'il est? Voilà, ce fameux load driver. Sauf que les gens ne savent pas qu'on peut charger un driver en étant non privilégié.
et que ce driver va tourner en termes de système, et ce système, ça va nous permettre de prendre le contrôle de la machine. Donc, il y a toute une certaine veille avec beaucoup de privilèges qui est quand même assez compliqué à faire. Des trucs assez bêtes, hein. Personnes qui peuvent se connecter au DC sans droit, ou les gens qui peuvent modifier tout et n'importe quoi, les délégations non contraintes, des problèmes de configuration des admins, les mots de passe qui ne changent pas, des délégations sur certains trucs sensibles qui ne sont pas recommandés. Au niveau des trusts, bon, s'il y a du SID filtering, typiquement, quand vous faites des migrations d'un ADA vers un ADB et ensuite vous mettez la personne de l'ADB à l'ADA, ils peuvent avoir deux comptes. Sur le même compte, il peut y avoir deux entrées différentes sur l'ADA et ça peut donner des espèces de backdoor. Donc ça, on le détecte, donc le SID filtering, le SID history, du grand classique. Les mots de passe dans la GPO, le CAR BTGT, les backups qui ne sont pas faits. Des nouvelles anomalies qui sont liées à la configuration des templates de certificats, les politiques d'audit. Ça, c'est une nouvelle règle qui est comment dire, la désactivation d'une mitigation qui était traduite contre une CVE introduite en 2015, qui s'appelle les passeurs de données, les zones de transfert, problématiques de certificats, enfin bon, bref, beaucoup de règles. Donc ça, c'est un rapport Pincastle et en général, c'est ce que vous faites quand vous lancez l'outil. Je vais retourner rapidos là où j'étais au niveau de la présentation. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. C'est un outil que vous pouvez télécharger librement. Le code source, il est là, donc vous pouvez l'auditer. Alors, la licence, c'est un point qui est quand même un peu touchy, parce que quand on a créé Pincastle, en fait, on avait déjà une expérience sur tout ce qui est un peu partage à la communauté. Et en fait, ce qu'on avait remarqué, c'est quand vous mettez quelque chose qui est un petit peu trop bien, tout le monde en tire profit, y compris les gens qui font de l'argent, alors qu'au final, vous bossez de manière gratuite, etc. Donc, le compromis qui a été fait pour Pincastle, c'est permettre, si vous auditez votre périmètre, de l'utiliser. Donc, vous voulez auditer votre AD, il n'y a absolument aucun problème. Là où, en fait, il y a une limite autour de la licence, c'est que si vous voulez auditer d'autres périmètres, typiquement, vous êtes une société de service, ça va vous faire économiser 2-3 jours d'audit. Ce que Pincastle demande, c'est qu'il y ait une licence auditor qui soit souscrite. Bon, elle n'est pas très chère, mais en tout cas, c'est les bons usages. En termes de prérequis, hein, parce que là, je ne vous ai pas montré les 2 minutes où l'outil tourne. Il y a un GIF animé qui va tourner juste après. C'est en termes de prérequis. Donc là, les prérequis sont rédigés de manière un peu bébête, et c'est fait exprès pour vous expliquer, grosso modo, il n'y a aucun prérequis. Parce que pour l'AD, en fait, il faut juste avoir une connexion réseau, ce qui paraît complètement bête, être authentifié. Ça paraît bête aussi, mais en fait, derrière ce prérequis, en fait, on n'est pas obligé même d'avoir un compte dans l'Active Directory à auditer. Il faut juste qu'on soit reconnu comme authentifié. Ça veut dire que si l'outil tourne depuis un domaine qui est trusté, ben, ça fonctionne. Donc, dit autrement, il n'y a pas besoin de compte d'admin de domaine, et ça fonctionne même sur les AD trustés. Donc, si vous le faites tourner sur une tête de forêt, comme nom de domaine, vous mettez un étoile, vous le lancez, et voilà, c'est nickel. Des requirements pour les ordinateurs. Quand on a commencé avec Pincastle, on s'est rendu compte que PowerShell, c'était super, mais il fallait installer le Versat, il fallait installer le machin, il fallait installer le truc. Et c'était compliqué. Alors, c'est pour ça que Pincastle, on a fait en sorte qu'il n'y ait besoin de rien installer du tout. Il y a le .exe. Alors, comme c'est écrit en C#, on recommande toujours de les IP parce que le point config permet de le faire tourner dans toutes les versions de .NET qui sont installées, hein, même si ce n'est pas compatible. Et si vous lancez le .exe comme je l'ai fait à la violente et que la version spécifique pour laquelle elle est compilée n'est pas installée, il va vous demander quelque chose. Donc, juste des IP, il n'y a absolument pas de souci. En termes de compatibilité, donc ça fonctionne bien sûr sur Windows 10, mais quelque chose qui est assez rare à noter, il est testé pour fonctionner jusqu'à partir de Windows 2000. Donc oui, ça fonctionne sous Windows 2000. Le seul prérequis qu'il y a pour Windows 2000, c'est d'installer le .NET, le package .NET qui est un package, mais sinon il n'y a vraiment aucun droit, il n'y a rien installé, il n'y a surtout même pas besoin d'être local admin. Enfin, en termes de connectivité réseau,
Les connectivités dont l'outil a besoin, c'est les grands classiques, hein, le CMB, le LDAP, le RPC. Donc, il n'y a pas de protocole tout bizarre. Et en fait, que ça fonctionne, c'est que ça prend entre 1 et 15 minutes. Donc, il est vraiment très optimisé en termes de bande passante. L'astuce qu'on utilise, c'est qu'on n'utilise pas LDAP, on utilise un protocole qui s'appelle AD Web Service, qui permet de récupérer les données d'un bloc compressé. Et en fait, ce qui bloque dans ces cas-là, c'est plutôt la bande passante, alors que LDAP, ce qui va bloquer, c'est plutôt la latence. Donc, en fait, ça permet d'être très efficace et d'avoir des résultats très rapidement. Alors là, je vous ai déjà un petit peu montré l'outil, mais là, vous voyez plutôt l'enchaînement des différents écrans. Donc là, vous le voyez en temps réel sur un AD qui est un petit peu petit, hein, donc sur lequel on vient juste de dézipper le programme et on vient de le lancer. Donc je vais attendre que le GIF reparte de zéro. Donc là, vous voyez, c'est juste double-clic, vous faites entrer. Voilà, il sélectionne l'AD par défaut, par réfléchir, entrer une deuxième fois. L'outil se met ensuite à travailler pour vous produire 2 fichiers. Le fichier HTML que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite le fichier XML que vous n'avez pas vu, mais qui contient les données sous forme de lisible par une machine, et ce qui permet de pouvoir comment dire, de construire la cartographie des consolidations que je vais vous montrer juste après. Donc, grosso modo, si je résume en 3 étapes, donc 1, installation, vous avez les zip, vous le téléchargez, vous le mettez dans un truc. 2, la partie audit, entrée, pas besoin de réfléchir. 3, la partie report, le joli rapport avec dans les 3 quarts du temps, les jolies flèches qui sont tout à droite à 100%, et comme ils sont dans la zone rouge, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Alors, quelques choses par rapport aux règles. Là, quand j'ai fait le slide, on était à 144 règles, on en est quasiment à 150. Donc, derrière, il y a 25 items du Mitre Attack et du Mitre Défense qui sont couverts. Essentiellement, tout ce qui est l'acte de configuration, audit et puis un peu post-exploitation. Donc, oui, donc on est dans les sous-catégories, on est à 25 et donc on est dans les 7 mitigations. Les 7 mitigations, le framework MIG ne serait pas aussi détaillé. Le framework Attack est vraiment détaillé. Le framework Defense, c'est plutôt des catégories high level. En tout cas, il y en a 7 qui sont couverts par Picastle. On a été très inspiré par le framework STIG. Donc, le framework STIG, c'est un framework de sécurisation des ordinateurs de la défense, donc avec des règles qui sont utilisées par l'audit, et aussi les règles de l'ANSI. Donc il y a 45 règles Pincastle qui font un lien direct avec les règles STIG, et 119 qui font un mapping avec les règles de l'ANSI. Ça veut dire que oui, on a plus de règles que l'ANSI sur tous ces points-là. Comme règle que l'ANSI ne couvre pas, il y a des points assez surprenants. Par exemple, les mots de passe dans la GPO. Je n'ai vu aucune règle dans le guide global de l'ANSI de 2014 ou dans le guide d'audit qui couvre ce point-là. Enfin bon, on est en discussion en espérant que ça puisse s'améliorer. De notre côté, on a essayé de construire un petit peu notre framework d'audit qui regroupe les différentes choses, les différentes règles, et donc qu'on colorie en fonction des différentes règles. Donc là, vous le voyez au niveau des style objects, les OS pas à jour, les vieux trucs, ça on le voit. Les comptes privilégiés, il y a les admins pour savoir combien il y en a, mais après, ensuite tout ce qui est délégation entre le truc, les trusts, toutes les subtilités, et ensuite dans l'anomalie, tous les différents contrôles de sécurité. Donc il y a vraiment beaucoup de R&D dans notre truc. Là où on insiste, c'est 3 points. Donc tout ce qui est règles de la vie privée. Donc l'outil ne se connecte pas à Internet, il n'y a pas de cloud pour ce faire. Donc vous êtes sûr que les données ne sortent pas. On supprime aussi les données personnelles par défaut du XML, ce qui vous permet de l'exporter à un tiers ou de générer le rapport sans les données personnelles. Et on peut chiffrer le fichier XML avec une clé RSA si vous voulez le transmettre. Donc là, on est vraiment très intéressé, à passer beaucoup de temps sur cet aspect vie privée. Sur le code source, donc il est disponible sur GitHub. Alors après, vous pourrez dire, c'est pas parce qu'il est sur un open source qu'il a été utilisé, etc. Mais je suis très content d'avoir eu quelques remarques de John Lambert, qui est juste le tueur de chez Microsoft.
Donc, il a fait quelques remarques, il n'a pas réussi à trouver mieux. Et comme je dis, ce n'est pas un endorsement, je ne sais plus comment on dit en français, ce n'est pas il valide pas l'outil. Bon, en tout cas, je sais qu'il est passé. On a été audité par quelques compagnies qui nous ont partagé le rapport et ils n'ont pas trouvé de problème de sécurité. Je croise les doigts. Alors pourquoi aussi ils n'ont pas trouvé de problème de sécurité? C'est ce que vous voyez à droite. On fait vraiment un gros travail pour que le HTML puisse être chargé sans JavaScript. Donc si vous voulez ouvrir le rapport, vous pouvez sans le JavaScript, ça fonctionne. Alors par contre, si vous voulez faire tous les trucs dynamiques et dans le détail, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, pour éviter tout risque de XSS ou d'injection malveillante, parce que dans des audits, il y a toujours ça, on a fait vraiment beaucoup d'investissements et on a activé une fonction qui s'appelle Content Security Policy. Ça veut dire que dès qu'il y a un bout de JavaScript, il est whitelisté au début de la page avec le hash du code. Ça veut dire que si vous injectez du code, eh ben, je vous souhaite bon courage parce que je ne sais pas comment est-ce qu'il pourra être exécuté. Alors, un petit zoom. Alors, on approche de la fin, hein. Un petit zoom, c'est sur la découverte des Active Directory, hein, quelques petites astuces. C'est quelque chose qu'on a présenté à la conférence Blue Hat. En fait, ce qu'on remarque avec Pinkcastle, c'est quand vous êtes dans cet environnement-là, vous le faites tourner. Mon point de départ, c'est tech.ac.com. Je ne sais pas si vous voyez la souris, il est un petit peu à droite. Vous atterrissez sur ce domaine-là et puis vous n'avez pas ce que vous faites. Alors, la façon traditionnelle, c'est vous demandez un rapport. Vous découvrez le rapport, le domaine de gauche et le rapport de droite. Et vous me dites, bon, bah, je veux le rapport Pinkcastle. Bon, ok, celui-là, il est tout seul. Bah, celui-là, ah, tiens, il fait partie d'une forêt. Donc, vous allez redemander le rapport Pinkcastle de celui-là. Puis vous allez dire, ah, il est relié à une autre forêt et un autre bastion. Donc troisième itération, je vais avoir le bastion et ce domaine-là. Et puis, quatrième itération, ah, mais il appartient dans cette forêt, donc j'ai encore besoin de ce domaine-là. Et donc, quand vous êtes dans cette démarche de sécurisation, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, nous, on a fait de la R&D pour être capable de découvrir, dans les meilleurs cas, jusqu'à 5 niveaux de profondeur des domaines pour justement accélérer cette partie cartographie. Alors, la façon dont on fait, c'est assez simple. On découvre les trusts, donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué derrière. On utilise aussi une technique de découverte de trust de forêt. Donc, dès que vous avez un trust de forêt, vous êtes capable de découvrir tous les enfants. Ensuite, une autre technique qu'on utilise, c'est il y a un service Windows qui s'appelle le Domain Locator. Et dès que vous donnez des SID, vous êtes capable de découvrir les domaines. Et donc, nous, par exemple, si on fait des recherches sur les SID History et les Foreign Security Principles qui sont référencés, on est capable de découvrir ces SID. On utilise ce service qui permet par récurrence de découvrir le domaine et on est capable de découvrir ce domaine-là. Donc ça, c'est une démo que j'avais fait à Blue Hat. On était sur tech.ac.com et à partir de ce domaine-là, on était capable de construire la cartographie complète de tous les domaines. Alors, dans Pinkcastle, comme vous avez tous ces fichiers XML, vous avez ce que moi j'appelle des photos, mais c'est toujours intéressant d'avoir une photo globale. Donc tout ça avec la version gratuite, il n'y a pas besoin de prendre les versions pro et les versions entreprise qu'on vend. Vous êtes capable de construire cette cartographie et ce rapport global. Donc tout ça, il faut juste mettre les fichiers XML à la racine du programme. Vous lancez l'option de consolidation et vous êtes capable d'avoir tous ces rapports-là. Évidemment, vous voyez, alors là, c'est anonymisé, c'est toujours dur de faire des rapports comme ça, mais si vous mettez la souris au-dessus de la bulle, vous allez voir quel est le niveau de sécurité de cette Active Directory. Ensuite, quel est le niveau de sécurité des trusts pour faire un petit peu tout ça. Je crois que ça va être mon dernier slide, je vais vérifier. Non, j'ai encore 2 slides et après j'ai terminé. L'outil Pinkcastle ne se résume pas qu'à cette fonctionnalité de health check ou cette activité de consolidation, parce que je veux dire, une fois que vous avez fait ce check, vous allez me dire, ouais, mais des SNBV1, j'en ai combien? Tiens, Pinkcastle peut checker combien, mais j'en ai combien? Et donc, il y a une fonctionnalité de trust qui permet de scanner soit quelques ordinateurs, soit une fonctionnalité globale. Et vous allez voir, il y a des trusts qui sont quand même très avancés, hein, qui sont peut-être même des outils de hacking. Donc là, je vous ai présenté sur ce slide-là tous les différents scanners. Donc, par exemple, le premier, son objectif, c'est de déterminer tous les objets que n'importe qui peut modifier en écriture, du domaine users, domaine computer, everyone, authenticated users, enfin, il y en a une dizaine de groupes.
C'est quelqu'un qui coche une case et on l'oublie. Donc là, vous pouvez utiliser Scanner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi spécifier quelques comptes supplémentaires. Là, c'est lui qui vous pose la question. Et donc, si vous avez une compromission avec un compte, une backdoor que vous avez découverte, ou si vous avez un administrateur que vous voulez supprimer, vous pouvez utiliser ça. Alors, le scanner antivirus, ça vous permet de détecter quels sont les antivirus qui ont été installés sur vos ordinateurs. Tout ça sans droit. La façon dont l'outil le fait est assez intéressante. En fait, il utilise le fait que pour marcher un antivirus, il est obligé d'installer un service. Or, pour avoir un service, il est obligé d'avoir ce qu'on appelle un compte virtuel. Donc, vous allez voir les NT Authority anti-slash non antivirus, nom du service. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Et en fait, comme chaque compte doit être associé à un SID pour décrire les permissions, en fait, il y a ce qu'on appelle un SID virtuel qui est utilisé. Donc, Pincastle va se connecter à l'ordinateur en RPC, va demander de résoudre un certain nombre de SID virtuels, va grâce à ça découvrir qu'il y a des comptes virtuels et donc va pouvoir en déduire l'antivirus. Le 3, bon, c'est un RPC, on peut savoir quelle version, ouais, c'est facile. Le 4 Foreign User, celui-là est aussi très intéressant. En fait, ça permet de lister tous les utilisateurs qu'il y a dans un bastion. Donc, la façon dont il fonctionne, il va construire le SID du bastion. Donc, le SID, c'est une information publique. Il y a zéro secret dessus. Et donc, comme tous les SID, ils sont construits de la même façon, nom du SID du domaine, -1000, 1001, avec ce qu'on appelle le RID à la droite qui décrit le compte, et ben, on va créer tous les SID possibles et on va demander ensuite à les traduire. Donc, on va faire 1000, 1001, 1002, 1003 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Alors, comme il y a dans la création des SID, il peut y avoir une certaine répartition, on évite, on attend quand même pour s'arrêter qu'il y ait des trous qui sont quand même assez gros, mais on est capable comme ça de lister tous les utilisateurs et les ordinateurs dans le bastion, ou des ordinateurs sur lesquels on ne peut pas se connecter. L'apps BitLocker, on est aussi capable de savoir si l'apps est installée ou si la clé BitLocker a été poussée dans l'AD. Alors ça, tout ça sans droit, alors que c'est des attributs qui sont restreints. Donc pour l'apps, on va utiliser une méthadonnée de réplication pour savoir quand est-ce que ça a été poussé. Et BitLocker, on va utiliser le fait qu'il y ait un sous-objet qui est créé. Et donc en demandant à accéder à l'objet sans propriété, on est capable de savoir s'il existe ou pas, même si on a zéro propriété derrière. Donc, local admin, on va se connecter pour énumérer tous les comptes admin, pas de secret, une session, test, pas de secret. Tout ce qui est Oxide Bindings et les SMB3 Query Network, c'est assez intéressant. On est capable de découvrir donc les Oxide Bindings, c'est une des propriétés de DECOM qui permet toujours, sans avoir fait d'authentification, de savoir quelles sont les différentes IP d'un ordinateur. Donc, par exemple, si on veut découvrir le réseau d'administration et donc toutes les IP que peut avoir un serveur, tout ça, on peut le faire sans droit. La version 3, SMB3 Query Network, c'est la même version, mais avec authentification. Et l'avantage que ça donne, c'est qu'on peut avoir en plus les vitesses de connexion des cartes derrière. Donc, ça nous permet de déterminer, par exemple, s'il y a une carte Wi-Fi qui est activée, si ça fonctionne bien, ou si c'est une connexion plutôt de sauvegarde avec une grosse bande passante. Donc, il y a pas mal de choses comme ça avec des vérifications, lister les shares, les versions de SMB, si le spooler est installé, le startup, ou tester le zéro logon, tout ça, ça fonctionne très bien, ça permet d'avoir une information assez large. On doit aussi faire attention dans le sens où, comme Pincastle peut avoir des checks antivirus, dès que des fonctionnalités marchent trop bien, on est obligé de les supprimer. Mais en tout cas, donc bref, Pincastle, c'est un outil d'audit qui ne se limite pas au health check, même si ça donne une vision globale. On peut faire beaucoup de choses. Et je pense que juste avec un Pincastle, on le lance, pas de droit, on a tout de suite des résultats, on sent que le truc marche, et ça permet déjà d'avoir pas mal de pain sur la planche. Et je crois que j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup, Je suis Vincent. tard. Oui. Merci pour cette belle présentation. Donc, il y en a qui posaient des questions. Oui, Vincent donc, va me partager il a déjà envoyé d'ailleurs le PPT, donc il sera disponible sur le Drive. D'ailleurs, je peux tout de suite vous mettre le lien sur le chat vous pouvez aller dessus. Ça sera classé par journée. Il y a une question, donc il y a pas mal de questions. Alors, Vincent, c'est un mot sur la remédiation. Est-ce que par rapport à Pincastle? Oui, alors je vais montrer très rapidement dans les anomalies, un petit peu un petit peu plus de temps. Ouais, La façon dont sont décomposées les règles.
Vous avez une partie, pourquoi est-ce qu'on vérifie les règles? Un truc en résumé en un truc. Là, c'est D'accord. l'explication technique. Et ensuite, qu'est-ce qui est recommandé de faire pour être corrigé? La Ok. difficulté de l'Active Directory, c'est que vous avez le truc par défaut qui dit, bon, bah, tu as changé tel périmètre et tu dois annuler. Mais avec de l'historique, il peut y avoir des cas qui s'expliquent. Je vais vous donner un exemple. Le fameux, par défaut, on peut en ajouter jusqu'à 10 ordinateurs du domaine. Donc la résolution par défaut, c'est juste de changer la version et au lieu de mettre du 10, tu mets du 0. Sauf que j'ai vu que certaines personnes dévoyaient cette fonctionnalité pour enregistrer des domaines à partir d'un compte de service. Et une des façons dont ils ont contourné ça, c'est en enlevant, il y a une espèce de privilège qui est donné à tout le monde, et donc ils l'ont restreint à un certain nombre de personnes. Et donc la difficulté de la remédiation, c'est si on applique les conseils vraiment bêtes et méchants, et ben on peut faire des conneries. Et c'est toujours important de vérifier pourquoi le truc a été mis, vérifier les impacts, etc. Donc je recommande jamais de dire bah, Pete Castle a dit ça, je fais le check et puis basta. Mais vraiment de dire, d'essayer de se poser la question comment c'est arrivé là, pourquoi. La plupart du temps, c'est un mec, il essaie de faire marcher, il a cliqué sur toutes les cases jusqu'à ce que ça marche. Et ensuite de planifier le changement en prévoyant surtout des étapes de pouvoir remettre en arrière. Parce que pour la remédiation, je vais vous parler du SID History. Et le SID History, c'est très facile à remédier, vous le supprimez. Le problème, c'est qu'il peut y avoir des permissions qui sont mises sur des serveurs locaux. Et puis si vous supprimez 50 000 SID History, bah, les permissions sont plus là. Et puis vous ne savez plus qui c'est qui avait le droit d'accès à tel fichier non cher, et c'est la merde. Et puis malheureusement, le SID History, pour le remettre, soit vous refaites la migration, ce qui est quasiment impossible, soit vous faites du hacking avec des shadows, ce qui n'est pas forcément recommandé. Et donc, dans ces cas-là, soit on maîtrise le risque, soit on ne le maîtrise pas. Dans ce cas-là, quand on ne le maîtrise pas, le mieux, c'est de faire par petit échantillon, parce que si vous touchez peut-être 50 utilisateurs au lieu de 5000, et ben, à la limite, vous allez foutre une grosse merde avec 50, mais ce sera que 50 personnes. Et si au final, ce change de SID History sur 5000, vous faites 50 tous les jours, 50 toutes les semaines, et ben, au final, au bout d'un certain temps, vous l'aurez corrigé. Alors que si vous passez 6 mois dans la liste de changement et que vous le faites tout un coup, et ben, au final, il y aura peut-être plus de risques. Donc la remédiation, c'est quelque chose d'assez compliqué, à ne pas sous-estimer. Ok. Merci. Il y a Toko qui demande est-ce que c'est possible d'arriver à un score à zéro dans Oui, il y en Pinterest? a beaucoup qui l'ont. Alors, la façon dont l'éditeur recommande, donc là, je ne suis pas dans la version que vous utilisez, c'est plutôt d'utiliser l'audit de maturité. Donc, ça, c'est une fonctionnalité, malheureusement, qui n'est pas incluse. Et en fait, D'accord. elles sont traitées par ordre de priorité. Et là, on fait niveau 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le système de scoring de Pinkastle, une de ses critiques qu'on a, c'est qu'il note de manière assez sévère. Mais c'est parce qu'à la base, il y avait une trentaine de règles. Et là, maintenant, quand on passe à 150, c'est beaucoup plus dur. Et le système de scoring est beaucoup plus compliqué que ce que vous pensez. Je vais vous donner un exemple avec les Windows XP. Vous me dites qu'il y a un Windows XP, c'est pourri. Et si vous dites à l'administrateur que tu en es 100 ou que tu en es un, bah, tu auras le même score et que bah, le gars, il sait que celui-là, il sera obligé de le garder 3 ans, bah, ce n'est pas du tout incitatif. Et donc, on est obligé d'avoir des choses comme ça où on incite alors que le niveau de risque est à peu près le même. Et d'autres choses où on va compter par entité. Et donc, le système de scoring, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ok. Merci. Une vision sur la suppression complète d'Active Directory pour les TPE, par exemple, au profit d'Azure AD, par exemple. Ouais, alors j'ai seulement, de mon expérience, j'ai vu une seule boîte qui a réussi à le faire. C'est toujours en général des petites boîtes avec Ouais, peu TPE. d'adhérence Hmm. par rapport au on-premise, mais à partir du moment où vous avez un système local qui a besoin d'authentification AD, vous êtes obligé d'avoir un AD local, donc vous êtes obligé de superviser ça. Et je ne pense pas qu'Azure AD soit la solution miracle, parce qu'en fait, l'AD, c'est pas un composant qui est vulnérable par lui-même, c'est juste qu'il est très attaqué, très poussé, et comme il est complexe, c'est très facile de faire des erreurs. Azure AD, s'il y a peu de problèmes, c'est qu'il est simple, c'est parce qu'il n'est pas très utilisé. Mais à partir du moment où il va y avoir de plus en plus d'utilisation, il va y avoir de plus en plus de liens avec l'AD justement pour migrer ces applications de prémices et on va avoir le même niveau de vulnérabilité. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, il y a le fameux compte Azure AD SSO, je ne me souviens plus comment il s'appelle, qui permet de faire du trust avec Azure AD. Donc là, par exemple, on a aussi un compte qui par défaut n'est pas changé tous les 30 jours. Et donc, si on récupère le hash de ce mot de passe, et ben, on fait le golden ticket-like avec ce mot de passe-là. Et donc, Azure AD, là, pour le moment, ça a l'air mieux. On peut se débarrasser des AD locaux. Mais j'ai Ouais, peur qu'en fait, que le programme qu'on a actuellement sur l'AD, c'est juste reculer pour mieux sauter. d'accord. Il y a deux questions là qui s'enchaînent sur
la comparaison entre la version entreprise et la version gratuite, mais aussi donc, la différence entre la version utilisable par les auditeurs. Ouais, alors là, moi, j'aime pas mélanger les casquettes parce qu'il y a Ouais. la partie entrepreneuriat qui me paye ma maison et puis il y a la partie ici qu'on a où on est plutôt comment essayer de faire changer le truc qu'il y a. La vraie différence entre les deux, c'est la version auditeur. Si vous êtes un affreux capitaliste qui en vie, c'est entre guillemets un peu normal qu'il y ait un partage des bénéfices. Mhm. Les versions, il y a quelques tableaux de bord en plus, mais c'est pas critical. Les versions pro entreprise, c'est quand vous voulez avoir l'historique, la gestion des exceptions, les trucs comme ça. Mais bref, si vous voulez avoir une vision de votre Active Directory, il n'y a pas besoin de payer ça, vous lancez, vous savez si c'est bien, vous lancez 3 mois plus tard, vous faites la même chose. C'est que vraiment, si vous avez besoin d'avoir des fonctionnalités avancées, que vous pouvez contacter l'entreprise. D'accord. On me demandait aussi la fréquence de maintenance en fait, de l'outil de Pincastle. Comment vous le Ouais, maintenez, il y sur a, quelle il y a 2 fréquence? releases par an. Donc pour D'accord. ceux qui ont des versions payantes, ils ont accès aux versions intermédiaires. Il y a vraiment, OK. l'idée, c'est vraiment 2 releases par an. Une juste avant août où il y a la Black Hat avec les nouvelles attaques qui font un peu la merde. Donc ça nous fait beaucoup de boulot. Et Ouais. une maintenance plutôt en janvier, donc tous les 6 mois. Là, par exemple, pour la prochaine version qui va arriver, donc il y a la règle sur les Harmonet Pass, là que vous avez vu tout à l'heure. Il y a un autre point sur les checks d'Active Directory. Il y a quelque chose que vous voyez ici. Je pense qu'il va mettre localhost, il va se planter. Ouais, il va se planter. C'est quelque chose qu'on ajoute pour pouvoir faire des benches entre domaines. Je peux vous faire une petite preview. Ouais. Euh, donc là, je vais être obligé de m'authentifier. Donc moi, c'est ma partie développement et c'est la partie un peu back-end. Ça, c'est d'autres stats. Donc ça, c'est l'idée qu'on a. C'est à développer, mais l'idée d'avoir des statistiques globales sur des statistiques, qui c'est qu'elles sont mises, où est-ce qu'il y en a, mais surtout après pour pouvoir vous dire quelles règles à sonner, hein, pour dire quelles sont les règles les plus fréquentes ou pas. Donc là, c'est en développement, c'est absolument pas montrable, mais on a pas mal d'idées. On veut essayer de terminer ça pour la release de janvier. OK. Il y a Clément donc, qui pose, c'est en plus c'est une question que j'avais également, pas mal de questions. La roadmap à venir, c'est ce que tu en parlais à l'instant peut-être. Ouais, Quelle est alors la... notre façon de faire, c'est simple. La roadmap, c'est dès qu'il y a un truc à faire, il est fait, hein. Parce que les sociétés commerciales, elles prévoient un truc de mon produit est tout pourri, on n'a pas assez de temps pour le faire. Comment est-ce qu'on va raconter au client qu'il va acheter une version toute pourrie, qu'il devra attendre? Donc ça, c'est ce qu'il y a Ouais, derrière le côté roadmap, c'est mon côté un peu cash là. d'accord. Et donc nous, il y a vraiment un gros, gros, gros travail de R&D. Dès qu'on sait qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Ce qui fait alors il y a à peu près une trentaine d'items, mais c'est des tout petits trucs. C'est souvent des corrections de bugs ou des améliorations. Et dès qu'on Ouais, peut, on met l'amélioration dans l'outil. OK. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a plu, hein, c'est parce qu'il est vraiment à la pointe. OK, merci. Il y a une deuxième question de Clément de Saxe par rapport à la différence entre Pincastle et Bloodhound. Et moi, je rajouterais, est-ce que c'est possible de les faire fonctionner tous les deux? Euh, Ouais, alors c'est pas Pinkastle ou Bloodhound, c'est Pinkastle et et Bloodhound. Bloodhound, d'accord. Euh, Pinkastle, on est vraiment sur le focus de est-ce qu'il y a un problème de sécurité immédiat qu'on trouve tout de suite et qui est applicable, qu'il Ouais. faut résoudre. Et Bloodhound, c'est moi j'ai un Si. modèle de détection qui est hyper complexe. Comment je m'assure qu'il y ait zéro problème? Alors, il y a une partie un peu chemin de compromission, d'ailleurs, qui a été inspirée, on s'est très inspiré fortement de l'ANSSI. C'est dommage qu'il ne s'est pas voulu prendre des propositions de Ouais. contribution. En effet. Mais grosso modo, l'arbre est fait de la même façon. Sauf que Pinkastle, on a fait un algorithme qui fait par itération, ce qui permet d'avoir le résultat très rapidement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, tandis qu'un scan Blue Note, on extrait tous les objets dans tous les sens. Donc c'est beaucoup plus lourd. Donc Blue Note, du coup, par définition, il a la visibilité sur tout, donc il est beaucoup plus précis. Par contre, Pinkastle, si moi je vous dis que vous avez 50 comptes qui ont accès à un direct ou 200, vous n'en avez un peu rien à foutre. Là. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir, bon, c'est gros, pas gros. Et donc Pinkastle, comme il construit cet arbre de façon light, on est capable de savoir s'il y a beaucoup de comptes qui est là de manière indirecte ou s'il y a le compte everyone ou machin qui est dessus. Et au final, c'est ce qui compte, hein, parce que d'une semaine à l'autre, Pinkastle va vous dire écoute, tu as rajouté un compte, tu es passé de 30 comptes indirects, ce qui est, on va dire, managériable à plus de 5000. Bon, là, tu as fait vraiment une grosse connerie. Pinkastle va vous le dire. Tandis que Bloodhound,
C'est seulement quand vous faites une analyse en continu avec des ingénieurs qui va pouvoir y aller. Donc Blue Note, ce sera beaucoup plus précis, mais requiert plus d'efforts. Et Pink Castle, c'est vraiment le message. Il va faire 80% du boulot, mais en 20% du temps. Il n'ira jamais au-delà ou à 95 ou à 99% comme fera Blue Note. Ok. Et une dernière là-dessus, de la part de Clément, c'est est-ce que tu as déjà eu des retours d'utilisation de Pincastle post réponse à incident? Alors, est-ce que tu peux reformuler? Parce que la question ne veut rien dire. Le nombre d'AD qui a été audité par Pink Castle, on se rapproche tout doucement des 150 000. Alors, Ouais. c'est difficile à voir. On Sur de a, la on réponse voit à que- incident. Pardon? Sur de la réponse à incident. Bah, en général, quand ils ont de la réponse incident, ils veulent savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Donc, vous avez des outils purement collecte de traces. Ouais. Les gens, ils utilisent du AD Timeline, Pinkastle pour avoir l'état des lieux. Et puis, vous pouvez avoir du Velociraptor ou du Cape. Il y a plein de trucs comme ça. D'accord. Donc, il y en a, ils s'en servent déjà hop, je suis débarqué, quelle est la gueule du truc. Donc là, on est plutôt sur la licence auditor parce que Ouais. vu le TGM que les gens facturent dans On ces cas-là. comprend. Ouais. Et puis, il y a une autre partie qui est plutôt, moi, je veux m'assurer que bah, je dois reconstruire mon AD, je veux m'assurer qu'il n'y ait pas de vulnérabilité critique et c'est aussi utilisé à ce niveau-là. Je peux peut-être juste, Vas-y, Clément. c'était juste en fait pour préciser, bah, merci Vincent pour la presse. Sur la dernière question, c'était, OK, du coup, tu as une entreprise qui se fait Poon, OK, puis après, elle fait sa reconstruction, et ensuite, éventuellement, elle relance après reconstruction qui dure le temps que ça peut durer. Elle relance Pink Castle, et là, il y a peut-être des scores bien meilleurs. Est-ce que, enfin, je sais pas, tu as eu ce genre de retour-là, ce type de conversation formelle ou informelle? Bah, moi, j'interviens auprès d'AD qui se font pawner. Donc, moi, je ressors le score Castle qui a été fait depuis un an. Donc, tous les ans, toutes les semaines, on a des mises à jour. On leur dit qu'il faut corriger. Ils ne corrigent pas. Bah, à un moment, ils le payent. Donc, moi, je vois sur tout ce cas-là. Et puis après, quand ils reconstruisent, quand vous reconstruisez un AD, il ne faut pas se voiler la face. Si vous êtes capable de repartir d'une sauvegarde, vous repartez avec un AD qui a des vulnérabilités. Vous essayez de corriger les trucs au plus pressé. Mais il y a des trucs qui restent. Par exemple, si vous avez des Windows 2003, vous êtes toujours obligé d'avoir du SMBV1 et donc ou du NTLM-V1 et ça sonne. Euh, tout ce qui est vulnérabilité liée au mot de passe qui n'ont jamais changé depuis 3 ans, moi j'ai vu un truc passer. Oui, cette anomalie saute, mais il n'y a pas de révolution culturelle des changements, hein. Mais à chaque fois qu'un AD s'est fait pawner, la root cause, elle était dans le rapport, hein. Ok. On me demande alors, il y a Stéphane qui posait la question, à quand un remplacement sécurisé pour Active Directory? Microsoft travaille-t-il sur un successeur? C'est Et pas l'Active Directory, c'est pas un problème technique. Moi, ce que je défends, je vous ai évité les slides ouais, blabla bingo là. C'est des problèmes de sociologie. Si vous donnez un outil complexe qui doit s'adapter à des trucs, que les vendeurs, les mecs, ils cliquent sur 3 boutons jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche sans comprendre derrière, et puis vous faites appliquer ça par des admins, où on leur dit tu fais ce que le vendeur t'a dit parce qu'il sait mieux que toi. Enfin, au bout d'un moment, c'est ça qui se casse la gueule, hein. d'accord. Et alors, C'est pas un problème technique, c'est un problème humain, hein. ouais, c'est Et si le humain. produit n'est pas assez technique, vous le demandez à ce qu'il soit le plus technique possible jusqu'à ce qu'il s'adapte à tous les cas. Et quand il est trop technique, eh ben, c'est là-dessus qu'on perd tout le monde. Hmm, d'accord. Il y a Anthony qui demande le score d'un AD9, une première installation. C'est Oh, il combien? n'est même pas à zéro. Il y a plein de vulnérabilités par défaut. Par défaut, vous l'allumez, vous prenez la dernière truc, le dernier fonctionnel. Vous avez Ouais, toujours le truc où il y a 10 personnes qui peuvent ajouter autant de trucs qu'ils veulent à l'AD. Vous tout avez à plein de GPO qui ne sont pas mis en save par défaut. Le compte admin, ce compte est sensible et ne peut pas être délégué, c'est pas fait. Il y a plein de trucs qui ne sont pas faits par défaut. Donc le score par défaut, je crois qu'il doit être à 60, un truc comme ça. ouais, d'accord. Ok, ok. Je regarde s'il y a d'autres questions pour Vincent. Ah, il y en a qui vont tomber. Super boulot, oui, clairement, super boulot et merci pour le partage, hein. Tout le monde est unanime par rapport au boulot effectué par toi. Et alors, je ne sais pas, d'ailleurs, je me posais la question, vous êtes combien là, derrière Pink Castle? Bon, faut pas poser des questions, hein. Tu es tout seul? Non. Non, je travaille avec plusieurs personnes, mais D'accord. l'essentiel du boulot a été fait de mon côté.
Ok, en tout cas, super, super boulot, vraiment. Voilà, tout le monde te félicite. Je ne sais pas il y a pas d'autres questions. On va libérer parce que je sais qu'il est très pris, Vincent. Ouais, j'ai un emploi du temps de ministre. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vraiment, merci en tout cas d'avoir accepté de venir à nous partager donc, ce petit moment vraiment sympathique. On l'a enregistré et donc il va être disponible en replay pour tous ceux qui ont raté ça. Bah, tiens, il y a Hamza qui arrive. Peut-être que Hamza a une question pour toi. Juste une petite seconde. Hamza, Hamza, est-ce que tu m'entends? Tu peux activer ton micro? Il y a Vincent Le Tout qui est avec nous là. Il m'a dit que tu avais une question à lui poser. Hamza, est-ce qu'il m'entend? Ouais, je Ah, t'entends très très bien. Bonjour à ah, tous. parfait. Oui, il y a Vincent qui est avec nous, Vincent Le Tout que tu connais Ouais, bien. d'ailleurs, je passe rapidement pour lui dire Ah vraiment ben voilà. grand bravo pour son boulot, que ça soit lui ou conjointement avec Benjamin Delpy. Donc, j'ai vu plusieurs de vos conférences et vraiment un grand bravo pour le travail effectué. Donc, je tenais juste à Merci dire bien. ça directement et de vive voix. Oui, c'est vrai que Benjamin, il faut lui remercier de tout le travail qu'il fait, et notamment du Prince Puller l'été dernier. Ça nous a certes donné des sueurs froides, mais en tout cas, ça a pu montrer que Microsoft, il pouvait s'améliorer aussi, hein. Ouais, effectivement, c'est le travail de la communauté après qui paye toujours et ça fait plaisir d'avoir des gens aussi compétents dans la communauté, Ça effectivement. marche. Moi, je vous remercie, puis bah, je vais vous laisser si vous avez plus de temps. Merci beaucoup, Vincent. Merci Merci. Bye. encore. Ok, parfait. Donc, on a fini cette session sur Pink Castle. Vraiment super, super intéressant. Et je vois que Mathieu est déjà là. Donc, Mathieu, hop, je vais juste te donner les droits appropriés. Hop, te renommer correctement aussi parce que MBio, j'aime pas trop. Je vais faire Mathieu Bio. Mathieu. Je ne sais plus s'il y a deux T à Mathieu. Tu m'entends? Ça va, Hamza? Oui, deux. Ok, j'ai mis deux T. Normalement, logiquement, tu dois pouvoir, Mathieu, tu dois pouvoir activer ton micro, hein. Ouais. Et